Mesdames et messieurs, un plaisir de vous retrouver après ces quelques longues minutes d'interruption. Vous savez, la technique a parfois ses raisons. Nous vous présentons toutes nos excuses pour cette interruption indépendante de notre volonté. Nous reprenons à présent le cours de dimanche, c'est politique avec le duel. Nos duellistes sont déjà en plateau. Le duel de ce dimanche 11 octobre 2020, c'est parti. L'un des sujets qui fera débat ce matin pour le duel, c'est la sempiternelle question du parrainage, mais surtout l'anonymat. De leur façon, bonjour. Bonjour Xavier, bonjour chers téléspectateurs et bonjour M. Adoukounou. M. Adoukounou. Oui, bonjour. Alors, M. de leur façon, la Sénat a donné son interprétation de cette question du parrainage. La nouveauté, c'est l'anonymat. Merci. Vous savez, il y a tellement de polémiques dans ce pays par rapport à cette question de parrainage. Mais nous l'avons déjà dit au sein de FCBE, nous sommes pour le parrainage. Oui, on ne revient parce pas que là-dessus. nous avons accepté le principe. Il y a une pratique qui, depuis quelques années, quelques temps, a fait court au Bénin. C'est qu'il faut que la Sénat explique les lois. C'est-à-dire que d'abord, il y a un problème de la lisibilité et de la compréhension des lois qui se posent. Qui se fait que de plus en plus, on a recours à la Sénat ou bien à la Cour constitutionnelle pour comprendre exactement ce que veulent dire les lois. Mais en l'état, en ce qui concerne l'anonymat, si ce n'est pas le contexte suspicieux, le contexte du Parlement dont nous connaissons, le contexte des élections communales qui est resté un peu, je dirais, réduit aux trois formations politiques, à savoir FCBE et BRUP, et qu'aujourd'hui, il n'y a que les deux formations de la mouvance qui ont la totalité des parrains, on ne devrait pas avoir de polémique. Parce que le processus qui a conduit au parrainage, c'est un processus d'anonymat. Les députés ont été élus sous anonymat. Les maires ont été élus sous anonymat. Ça veut dire parce que les conseillers communaux qui ont été élus, le vote, les électeurs ont élu sous anonymat. On ne connaît pas qui a élu qui. Parce que c'est un bulletin. On a voté sur la base d'un bulletin. Ça veut dire qu'on ne connaît pas qui a voté pour qui réellement. Alors quand on a la même logique, venir à ce que les parrains soient sous anonymat, il n'y a aucun problème. Parce que le processus, on va aussi à une élection où les élections se font sous anonymat. C'est-à-dire que le long du processus, ce qui a élu les maires, ce qui a permis d'élire les députés, et ce qui a permis d'élire le chef de l'État, si on adopte le principe de l'anonymat, il ne se pose aucun problème, a priori. Mais c'est le contexte qui porte à suspicion. C'est le contexte qui fait qu'on doute. Les gens se disent, est-ce que dans ce contexte, cette question d'anonymat ne cache pas quelque chose derrière? Je ne voudrais pas qu'on rentre dans les suspicions, mais dans les polémiques inutiles. Si c'est l'anonymat qui est requis, et que le principe que j'ai évoqué tout à l'heure est le même, il ne devrait pas avoir de problème. Mais le véritable problème qui se pose, c'est au niveau de nos institutions. Au fil des années, ce n'est pas de la rupture que la date, c'est depuis 1990, les institutions qui organisent les élections ont perdu le long des années un peu de leur crédibilité. Ça fait qu'on n'a plus trop confiance en nos institutions. Au lieu de voir les institutions dans leur forme constitutionnelle, on voit les hommes. Et les hommes ont jeté, qu'on le veuille ou pas, de discrédit sur les institutions. Ce qui fait que chaque fois que l'on prend des décisions, des positions au niveau de l'institution, les gens ne voient plus l'institution, on voit derrière les humains qui ont connu des travers par moment. C'est ça aujourd'hui le grand problème. Sinon, l'anonymat ne pose pas un problème parce que le principe des élections au Bénin, c'est un principe sous anonymat. On ne vote pas en tant qu'individu, on vote sur un bulletin de vote, on ne connaît pas celui qui a voté. Et si on devrait en arriver, il faut que ce soit aussi sous anonymat. Le plus important est qu'on puisse faire un dépouillement. C'est ce que moi j'aurais voulu. Anonymat, oui, mais qu'il y ait un dépouillement. C'est qu'à côté à côté de la fiche que la Sénat a envoyée aux parrains, j'aurais voulu qu'il y ait un mécanisme qu'on puisse décompter sans la fiche. Vous comprenez ce que je dis? À côté de la fiche, il y a quelque chose sur lequel l'individu peut-être peut marquer. Et au décompte, peut-être dans l'enveloppe, on enlève
la partie qui marque le nom et tout, et on a quand même peut-être un bulletin pour qu'on puisse décompter pour savoir pour tel parrain, on peut voir de manière publique tel candidat qui est parrain, on a vu que lui, il a eu tel nombre de voix. Mais la Sénat garde l'anonymat de la fiche qui permet de savoir qui a voté pour lui réellement. Sinon, s'il n'y a pas ce mécanisme de transparence dans le processus, ça va poser un problème. Il y aura quand même quelques doutes sur le sujet et il faudra quand même qu'on trouve le mécanisme pour développer ces inquiétudes. Monsieur Adoukonou. Oui, vraiment, je crois que, contrairement à M. de Lofaton, j'aurais dit que c'est le contexte même qui permet que l'on fasse les choses sous le sceau de confidentialité. Je ne veux pas utiliser le mot anonymat, parce que anonymat, ça suppose qu'on ne connaît pas les noms. Je ne voudrais pas utiliser ce mot-là. Je pense que la Sénat est en train de traduire que les votes seront mis sous le sceau de confidentialité. C'est-à-dire que les gens de la Sénat doivent savoir les parrains, ils doivent faire en principe le décompte dont vous parlez, ils doivent faire tout. Mais rendre public, ils ne veulent pas le faire. En fait, c'est de ça il est question. La première observation, c'est que après l'étape de la Sénat, les candidats ont la possibilité de faire recours à la Cour constitutionnelle si entre-temps les résultats qui sont rendus publics et en termes de ceux qui ont eu de parrains, ceux qui n'ont pas pu avoir la totalité des parrains, si quelqu'un n'a pas pu avoir les parrains et que la Sénat dit vous n'avez pas eu les 16 parrains, la personne peut se référer à la Cour constitutionnelle. Et donc, dans les procédures à la Cour constitutionnelle, la Sénat sera obligée de dire voilà pourquoi, voilà les parrains qui sont venus par rapport à ce candidat, ça n'atteint pas tel nombre, c'est pourquoi j'ai dit ceci, ceci. Donc, il y a une étape encore de la Cour constitutionnelle où le sceau de confidentialité sera mis à nu si en tant que candidat contesté. Maintenant, à revenir au sujet lui-même, moi j'ai commencé par me poser beaucoup de questions. Parce que tel que la Sénat a interprété les tests, je crois que ça ne fait que renforcer le caractère individuel non impératif du parrainage. La Sénat n'a pas dit quelque chose qui va contre les tests. Parce que ce que les tests disent, chaque député, chaque maire doit pouvoir dans sa liberté parrainer le candidat de son choix. Et la Sénat dit, pour renforcer cette liberté, surtout dans un contexte pareil, où tous les parrains pratiquement sont d'un côté, je mets sous le sceau de confidentialité pour permettre que un candidat à UP... La Sénat n'a pas ajouté que tous les parrains étaient d'un côté. Non, j'analyse un peu. Oui. C'est-à-dire que je suis en train de faire l'avantage que la Sénat donne, c'est un avantage comparatif que la Sénat donne à ceux qui n'ont pas de parrain. En réalité, c'est les partis politiques qui doivent se plaindre. Ceux qui n'ont pas potentiellement de parrain. Ceux qui n'ont pas potentiellement de parrain. Cette interprétation de la Sénat est à leur avantage. Et vous avez vu que le député Abdoulaye Kounou a rétorqué en même temps pour dire que cette interprétation ouvre la voie à un mercato. Donc en réalité, c'est les partis politiques qui devaient se plaindre. Mais ceux qui n'ont pas potentiellement de candidats doivent se réjouir de cette décision de la Sénat. Et je sais que la FCBE est restée dans cette logique en appréciant d'une manière ou d'une autre cette procédure que la Sénat a instituée. Donc, ceux qui n'ont pas potentiellement de candidats, de parrain, de parrain, et qui se plaignent encore, j'arrive à me demander, mais quel est leur problème? Je commence par dire que leur problème, c'est plus la recherche des parrains. Parce que si c'est la recherche des parrains, ils doivent saisir cette balle au bon et rentrer dans les négociations. Parce que n'ayant pas potentiellement de parrain, la seule possibilité qui s'offre pour ceux-là, c'est les négociations, qui font partie aussi des jeux politiques. Et la Sénat met des dispositions qui leur permettent d'avoir des parrains libres devant eux. Toute chose qui favoriserait
les négociations. Mais s'ils contestent et ils ne sont pas d'accord, je commence par me référer encore aux événements antérieurs aux élections législatives de 2019. Parce que ça dépend de là où les gens veulent aller. Si leur problème, c'est pas de trouver des parrains, et que leur problème est ailleurs, c'est normal qu'ils attaquent cette décision de la Sénat, puisqu'ils chantent déjà l'exclusion. Mais avec cette décision de la Sénat, ceux qui savent négocier, vous allez voir que vous aurez des candidats qui vont vous surprendre. Ceux qui savent négocier vont négocier et on aura 2, 3, 4, 5 candidats, même plus que ça. Or, le problème de l'opposition rigide aujourd'hui, c'est qu'on ne trouve pas beaucoup de candidats. À la limite, on a un seul candidat et ils vont exploiter maintenant cela pour conduire le pays vers les événements similaires au 1er mai, au 2 mai, que nous ne souhaitons pas. C'est ça en réalité le vrai problème. On cache sinon que cette interprétation est à leur avantage. Pourquoi ils ne sont pas encore contents, on ne sait pas. Donc, j'aurais souhaité les avoir en face pour qu'ils disent quel est le problème que pose l'interprétation de la Sénat. Oui, monsieur Delors-Fata. Vous savez, au sein de FCBE, on n'a pas attendu l'intervention de la Sénat avant de nous prononcer sur le parrainage. Nous sommes pour le principe du parrainage. On n'a pas attendu c'est-à-dire que ce que la Sénat dit ne vient que, je dirais, nous reconforter dans notre position. Mais quand M. Adouko nous parlait, il dit qu'on va faire recours à la Cour constitutionnelle, le même problème que je disais en début de l'émission revient. La question des hommes et la question des institutions. Il se fait que malheureusement au Bénin, depuis quelques années, je parle de la rupture, hein, les hommes ont travesti les institutions. Les hommes ont fait qu'on n'a plus confiance en nos institutions. La situation s'est aggravée sous la rupture, mais elle a été toujours comme ça depuis quelques années. Et que si c'est encore la Cour constitutionnelle qui aura à donner son verdict par rapport au recours, le problème se posera toujours. Mais c'est l'institution qui est dans son rôle. Je ne refuse pas, c'est dans son rôle. C'est pour ça que je demande que la Sénat en amont trouve un mécanisme de transparence en elle-même pour favoriser cette compétition. Mais nous, quand nous avons dit que nous sommes pour le parrainage au sein du FCBE, nous sommes sûrs d'une chose. Hein. Il n'y a pas possibilité qu'il y ait élection entre les deux blocs de la mouvance en 2021. Il n'y a pas possibilité. Ça n'existe pas. Cette question est déjà réglée et tout le monde le sait au Bénin. C'est-à-dire que la grande question, c'est au niveau des négociations. C'est pour ça que je dis, ce que la Sénat a dit, la Sénat est restée dans une logique de droit et de la Constitution béninoise qui a consacré l'individu. Le droit individuel est consacré dans la Constitution béninoise. Et toutes les lois, chaque fois que les droits de l'individu sont brimés, sont restreints, il y a des jurisprudences au niveau de la Cour, ou bien la Cour rejette toutes les lois qui sont votées. Ça veut dire que la Sénat n'a fait que renforcer cette position prise par la Constitution béninoise. La Sénat ne peut pas empêcher les individus d'être libres. Mais si on le dit, il ne faut pas qu'on se leurre. Nous avons vu ce qui s'est passé depuis 2019 avec les députés à l'Assemblée. Nous avons vu ce qui se passe avec les deux blocs de la mouvance. Aucun député ne peut lui-même donner un parrainage sans demander un avis. D'abord, c'est politiquement incorrect. Oui, dans la logique ça ne se passerait pas dans la FCBE. Dans notre parti. Vous avez été élu, positionné par le parti. Vous êtes député du parti. Vous êtes maire du parti. Vous ne pouvez pas prendre une décision ex nihilo ou bien de vous-même seul pour aller dire que c'est vous qui parlez quelqu'un sans demander ne serait-ce que l'avis de votre parti. C'est inconcevable politiquement. Si je le dis, c'est comme si je ne suis pas un acteur politique. C'est comme si je voudrais que mon parti politique soit un panier à crabe ou bien un marché. Notre parti politique n'est pas un marché. Si c'est nous qui avions les 83 députés ou bien qui avions les 67 maires, je n'accepterai jamais qu'un maire ou qu'un député aille librement lui-même décider de qui parraine ou pas. Ce n'est pas politiquement correct. Ça veut dire que la Sénat, en tant qu'institution de la République, a donné son verdict, a donné sa clarification. Mais il revient toujours aux formations politiques et aux acteurs politiques de s'entendre, de faire des négociations. C'est pour ça que la dernière fois sur ce plateau, je pense que j'avais dit, c'est une question de négociation. On peut l'apprécier ou ne pas l'apprécier. Parce que la critique la plus facile que les gens
déverse dans l'espace médiatique des réseaux sociaux, c'est que si par exemple nous FCBE nous disons que nous sommes le parrainage, c'est parce que nous serons en connivence avec la mouvance. La mouvance va nous lier les mains en nous donnant le parrainage. Non. La politique est une question de stratégie et de négociation partout au monde entier. Ça ne veut rien que la conférence des forces de la nation a eu lieu. Et elles sont allées négocier. Ceux qui étaient en exil et les Béninois qui se sentaient lésés ont apporté leurs propositions. Ceux qui étaient du régime marxiste et léninisme ont apporté les leurs. Et les gens se sont entendus. Il y a des négociations, il y a des concessions et des rejets. C'est-à-dire que quand on le veut pas, il y aura des négociations pour qu'on le parle. Ce que moi je souhaite est que tous les prétendants au portefeuille à la présidentielle 2021 puissent rentrer dans des négociations beaucoup plus courageuses et je dirais politiques. Parce que si nous restons à l'écart et que nous disons que c'est gagné d'avance et qu'on ne peut pas les avoir, je risque de nous voir encore une fois hors du jeu de crier, et de crier inutilement. Parce que c'est très facile de ne pas essayer et de penser qu'on a échoué. Moi, c'est que nous allons réussir à avoir les Est-ce que ce n'est pas la dynamique qu'on voit venir d'une certaine frange de l'opposition? Mais écoutez, je ne suis pas du camp de ceux qui contestent le parrainage. Ils doivent savoir les mobiles pour lesquels ils contestent. Et c'est de leur droit. C'est ça aussi la politique, c'est ça la démocratie. Il ne faut pas qu'on se leurre. La démocratie, c'est aussi cette capacité des autres à dire non, mais à rester dans l'espace démocratique. Ils peuvent dire non au parrainage et se battre jusqu'au dernier moment par les voies démocratiques. Mais que jamais on ne rentre dans la voie violente. Tant qu'ils ne sont pas dans la voie violente et quand ils sont dans le cadre de la Constitution du Bénin, ils peuvent contester le parrainage demain. C'est leur droit. Et en contestant, ils peuvent obtenir gain de cause. Ça, c'est aussi la politique. Parce que si vous voyez que l'option qui est en jeu ne vous arrange pas, vous développez une autre option. Et si votre option, parce que c'est le cas de rapport de force, si dans les rapports de force, ce sont ceux qui sont du coup le parrainage qui gagnent de manière démocratique, c'est à leur avantage. Mais on ne peut pas leur refuser. Leur refuser ou bien refuser d'entendre d'autres sons de cloche. Autres que ceux que nous avons en tant que FCBE, ou bien autres que ceux que dans le mouvement sont en disant que le parrainage est une bonne chose, ce n'est pas démocratique. Et moi, c'est toujours mon combat. Mon combat, c'est un combat purement démocratique, au-delà de tout. Parce que ce que nous avons de plus grand et qui nous dépasse individuellement et nos formations politiques, c'est la démocratie. Et c'est cet espace qui a été créé en février 1990 qui nous donne la liberté d'expression. Vous avez dit que le parrainage, c'est bon pour la démocratie. D'autres disent que ce n'est pas bon pour la démocratie et que ça restreint leur liberté à eux. Ils sont libres de l'exprimer. Et ils peuvent l'exprimer par toutes les voies possibles de la République. Toutes les voies légales et démocratiques, vous devez leur permettre d'exprimer. Si moi je fais mon combat dans les FCBE, c'est pour ces principes fondamentaux. Si, in fine, dans les rapports de force, ils sont battus, ils vont se rendre compte que leur option n'est pas la meilleure et ils continuent. C'est pareil pour les communistes au Bénin depuis 1990. Ils ont combattu l'option démocratique. Mais quand ils ont vu que la majorité a pris le dessus, vous avez vu les communistes, ils sont rentrés dans le jeu, leur parti politique s'est formalisé et ils font toute la politique avec la considération de la victoire des majoritaires. Et ils sont aujourd'hui là, ils font la politique. C'est-à-dire que si ceux qui aujourd'hui sont contre le parrainage, ils n'arrivent pas à renverser les rapports de force de manière démocratique, ils vont comprendre que le jeu avance et sans eux. Et ils vont faire avec. Négociation, oui, mais les partis gardent la main. Oui, il faut relativiser. Il faut relativiser. La première chose que je dois faire noter, c'est que actuellement, nous voulons faire le parrainage dans un contexte particulier. Contexte particulier que tout le monde connaît. Où l'opposition n'est pas à l'Assemblée nationale, où la FCBE a fait un effort d'avoir 6 maires, et les 71 autres parrains sont du côté de ceux qui soutiennent l'action du gouvernement. C'est le contexte particulier. Maintenant, tout à l'heure, M. Delors Faton a dit que il n'est pas possible qu'on fasse des élections entre rien que les acteurs de la mouvance présidentielle. Je voudrais dire oui, mais en lui disant que ce n'est pas un droit. C'est pas un droit. Si on doit appliquer les tests rigoureusement, j'en viens, laisse-moi aller au bout de mes idées. Il faut que je dise rapidement.
Ce qu'il a dit, je parle d'un principe démocratique. Ce qu'il a dit là, d'accord. ça n'a pas de contexte. On ne relativise pas ça. En démocratie, l'alternance est une des bases fondamentales. Tant que vous ne pouvez pas offrir les possibilités d'alternance, vous n'êtes pas en démocratie, vous êtes en dictature. Et si éventuellement on n'a que les deux candidats des deux blocs qui sont de la mouvance, on n'est plus en démocratie, nous serons en ce moment-là en dictature. Laissez-le finir. Donc, je voudrais dire que ce que M. Delors Fatou dit, il n'est pas le seul Béninois à penser à la paix de son pays. Nous tous, nous avons à cœur qui est la stabilité dans le pays. Et je crois que les partis politiques, entre autres rôles, sont là pour garantir la paix dans le pays. À partir de ce moment, ces partis politiques doivent nécessairement rester dans la logique d'ouverture. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que l'interprétation de la CEDA reste favorable à cette ouverture. Donc, moi-même, je le souhaite et je pense que les partis politiques feront l'effort d'aller dans le sens de l'ouverture. Mais ça ne sera pas... ça sera organisé. C'est-à-dire que un parrain, effectivement, s'il décide de parrainer un candidat autre que celui de son parti, il prendra quand même le soin de s'adresser à son parti pour lui présenter son choix. Et le parti qui est dans l'esprit d'ouverture peut lui donner des conseils pour savoir quels sont les motifs qui font que vous voulez aller vers un tel parrain. Donc, il y aura quand même un petit consensus entre le parrain et son parti. Toujours est-il que le parti garde la main? Non, le mot garde la main là. N'utilisons pas le mot garde la main. Parce que quand nous disons qu'on garde la main, c'est comme si tous les candidats proviennent de la même obédience. Non. Ah, oui, la question qui se pose, donc vous imaginez qu'un maire ou qu'un député de l'UP ou du BR, par exemple, aille à l'encontre de la décision ou bien de l'avis de son parti. C'est cette ouverture. Oui, c'est pas dans le contexte précis. On ne peut pas dire que c'est-à-dire que le parti dit je donne l'ouverture. Si le parti donne l'ouverture, le principe de l'ouverture, c'est-à-dire que je conçois que dans ce contexte, j'accepte le principe que certains de nos parrains parrainent des candidats en dehors de notre candidat. Si ce principe est acquis, il n'y a plus de problème de dire que celui qui allait chercher un autre parrain s'oppose à son parti. Seulement que le parti aura à prodiguer des conseils à ce parrain par rapport à son choix, mais il reste le dernier à se prononcer. C'est quand on sera dans une situation où c'est rigide, où le parti dit non, je ne veux personne aille contre moi, que le problème que vous posez serait là. Vous savez, il ne faut pas qu'on se trompe. Nous sommes allés dans une situation critique. C'est que progressivement, à cause de force, on nous a mis dans une situation très compliquée. Et qu'on ne le veuille pas, on fait des gymnastiques, en réalité. On fait des gymnastiques qui ne disent pas son nom. Parce que il y a des fondamentaux de la démocratie qui ont été brisés. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Il y a des fondamentaux de la démocratie qui ont été brisés au Bénin. On a tous conscience. Mais c'est la reconnaissance par ceux qui sont en face de ce blocage, je dirais, de processus qui se pose. Il serait préférable que les gens reconnaissent qu'il y a eu des bases essentielles de la démocratie telles que conçues par ceux qui en sont les premiers initiateurs, qui sont aujourd'hui, qui sont aussi mis en mal au Bénin. Et c'est cette question qui fait qu'on fait des gymnastiques d'interprétation des lois. C'est ça que je l'ai précisé au départ. On veut interpréter les lois alors que les lois n'ont pas besoin de notre interprétation
par une institution avant d'être appliquées. Non, non, non. Oui. Les lois, quand on les vote, on n'a pas besoin de les interpréter par l'institution. Les droits, c'est le contraire des mathématiques. Non, non, le droit est lisible. Oui, mais c'est toujours sujet à l'interprétation. Non, on n'est pas au tribunal ici. Non, c'est quand on est au tribunal qu'on a besoin d'interpréter, ou bien le juge constitutionnel. Le juge constitutionnel est là pour interpréter les lois. C'est le juge constitutionnel. Mais la Sénat n'est pas un juge constitutionnel. Vous comprenez? La Sénat n'est pas un juge constitutionnel pour interpréter les lois, mais pour expliquer les lois. Quand la Sénat commence à expliquer les lois, ça veut dire qu'il y a un problème de droit et de légalité qui se pose au Bénin. Ça, on est d'accord. Maintenant, ce qui serait peut-être mieux est qu'après la Sénat, que les deux blocs de la mouvance sortent aussi pour donner une position au public. Vous comprenez? C'est que c'est là où on sera plus à l'aise. La Sénat a donné son interprétation. On veut maintenant que les deux blocs sortent. Qui ne dit mot consent? Non, 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 c'est pas évident. Il serait mieux qu'ils sortent pour aussi approfondir ce que la Sénat a dit. Ils peuvent libérer leur député ou leur maire. Ils peuvent eux-mêmes par un communiqué, une date officielle, dire qu'ils donnent liberté à ce député d'aller parrainer qu'ils veulent. Alors, dans ce contexte, on saura que le député ne peut pas voir sur sa tête une épée de Damoclès planer, parce que, vous savez, nous sommes dans le jeu politique. Quand vous êtes acteur politique, quand on prend les maires qui ont été nommés, vous comprenez, un maire qui a été nommé ne peut pas se lever le luxe de dire qu'il paraît qui que ce soit. Ça, au moins pour les maires, c'est réglé. On sait qu'un maire ne peut oser. Les maires, avant d'être maires, ont été élus. Il va se retrouver simple conseiller du jour au lendemain, parce que le mécanisme qui a été mis en place, c'est tel mécanisme. Non, en fait, bon, vous savez, c'est votre lecture des choses. Moi, j'aime souvent faire sur le plateau, c'est simple. Je suis intellectuel, il faut que je reste dans la logique intellectuelle avant d'être politique. La logique, la logique a dit que vous avez été nommé. Vous ne pouvez pas aller au-delà de vos limites. Mais pour les députés, on peut comprendre. Les députés ont plus de latitude pour respecter les explications données par la Sénat. Eux, ils sont élus universellement. Élus de la nation. De la nation, ça veut dire qu'ils ont la capacité de faire ce qu'ils veulent normalement. Mais comme c'est des acteurs politiques qui ne regardent pas qu'aujourd'hui, par une décision politique que vous prenez aujourd'hui, c'est pour l'avenir. En 2023, il y aura encore une élection législative. Tout député qui voudra revenir au Parlement, il faudra trouver une formation politique. Voilà qu'aujourd'hui, l'espace politique se réduit. Et nous avons des grandes formations politiques. Si vous faites l'erreur aujourd'hui de prendre des positions qui ne sont pas celles de vos partis, c'est qu'en 2023, vous risquez de ne pas vous retrouver sur une liste. Et dans ce cas, votre avenir politique est brisé. Ce n'est pas de l'argent qu'il est question, c'est question aussi d'avenir. Parce que si c'est seulement question de l'argent, beaucoup d'acteurs politiques ne feraient pas la politique. Parce que les gens ont de l'argent. Mais être acteur politique, c'est avoir une position, c'est avoir une influence. Et le titre de député, c'est un titre honorifique, un titre qui a du poids. Alors, si vous regardez 2023, vous vous dites, si aujourd'hui je fais le malin, de prendre qui je veux, et qu'en 2023, je ne suis pas posé sur une liste, mon avenir politique est brisé. Ça veut dire que dans ce contexte, c'est très compliqué pour les acteurs politiques. Mais moi, je sais une chose, et je le répète, il ne peut pas avoir élection entre les deux blocs de la mouvance. Ça, ce n'est pas démocratique. Le jour où on le fera, on n'est plus en démocratie. Et dans ce contexte, vous permettrez aux autres acteurs politiques d'user aussi des moyens les antidémocratiques, parce que vous aurez quitté l'espace démocratique, vous aurez créé un autre espace, et les autres aussi vont exploiter le même espace que vous devez créer. Parce que la démocratie a pour fondement l'alternance et l'alternative. Un dernier avis sur ce sujet? Non, je crois que le développement que fait M. Delors-Faton, il fait en même temps le pour et le contre. C'est-à-dire que s'il n'est pas possible qu'il y ait rien, élection entre les partis de la mouvance, je suis pour la négociation. Mais c'est ça. Donc, là, ce qui s'impose là, c'est la négociation. Et dans la négociation, les partis politiques joueront leur partition. Ils vont libérer ceux qu'il faut libérer et ceux qui vont rester avec eux vont rester avec eux. Donc, allez négocier. Que de rester là à dire l'interprétation. Quelle que soit l'interprétation de la CEDA, l'interprétation de la CEDA ne peut pas transformer ceux qui n'ont pas de parrain en des parrains. Oui. Toute négociation demande des deux parties des dispositions d'esprit.
Et je vous ai Vous comprenez? dit, non, Parce que les vous dispositions d'esprit, ne négocierez pas avec quelqu'un qui les n'est pas en mesure de négocier. les dispositions, Si votre vis-à-vis de négociation refuse la négociation, vous ne négocierez pas. Ça dit que moi, je suis pour le de négociation. Je me dis, il va falloir quand même qu'en face, nous ayons des gens qui veulent négocier. Mais s'il n'y a pas de gens qui vont négocier, ils auront créé ce qu'ils veulent. Et chacun de nous sera prêt à subir les conséquences de leur refus de négociation. jusqu'à preuve de contraire, je crois que M. Delors Faton n'est pas le seul à penser à la paix du Bénin. Donc les partis politiques joueront leur partition. Ça, je suis très sûr. Les partis politiques joueront leur partition. Nous allons rester sur un sujet connexe en parlant des FCBE. Pour la première fois, officiellement et selon la réforme du système partisan, officiellement, on peut dire aujourd'hui que la FCBE est un parti d'opposition. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, le seul parti d'opposition légalement reconnu. Comment on fait? Peut-être en attendant d'avoir le poste de chef de file de l'opposition, ça c'est individuel. Mais sur ce créneau, vous avez obtenu votre sésame. Est-ce que vous savez que dans la formation politique, il y a ce qu'on appelle les courants de pensée? Oui, évidemment. Vous savez, non? Sachez qu'aussi au FCBE, il y a des courants de pensée. Oui. Moi, j'appartiens à un courant de pensée dans la FCBE. Oui. Parce que si on n'a pas de courant de pensée, on n'est pas parti politique. Oui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il se fait que certains ont jubilé du fait qu'on a eu le récépissé. Je ne jubile pas du fait qu'on a eu le récépissé. Un papier ne fait pas de nous une formation d'opposition. Un papier n'est qu'un acte formel qui vient dire qu'en dehors de ce que vous faites, on vous reconnaît, suivant les textes de la République, un statut. Mais on n'a pas besoin d'un papier pour être une formation de l'opposition. Une formation de l'opposition, c'est une formation qui s'oppose au programme d'action du régime en place et propose une alternative. C'est d'abord ça le principe démocratique de l'opposition. Ce n'est pas un papier, mais un papier dans un contexte vient simplement pour donner un caractère officiel. Mais avant ce caractère officiel, vous pouvez vous opposer à un régime. Et vous pouvez le faire de manière individuelle comme de manière collective. Et au Bénin et partout, c'est les formations politiques qui, comme ce sont telles qui jouent le jeu politique, ils s'opposent de par leurs actes, de par leurs propos et de par leurs propositions à un régime en place. C'est que FCBE, depuis notre création le 10 et le 11 février 2018, nous sommes dans une ligne d'opposition au régime de la rupture. Aujourd'hui, les textes de la République, en l'occurrence la loi sur les statuts de proposition votée en novembre 2019, a dit qu'il faut remplir des conditionnalités. On les a remplies. Et à la fin, comme pour le récépissé de création de partis politiques, il faut avoir ce récépissé d'appartenance à l'opposition. Nous avons rempli ces formalités pour que de manière formelle et légale, on nous donne ce récépissé. Mais ce n'est pas ça qui fait de nous une façon d'opposition. Nous étions depuis toujours une façon de l'opposition. Oui, et je ne jubile pas. Oui. Je ne jubile pas pour un papier. Je jubilerai quand le peuple béninois comprendra que nous avons l'alternative à proposer et que la nôtre est la meilleure par rapport à ce qui est en place aujourd'hui. Il ne jubile pas. Non, bon. Il faut d'abord faire, comme il a dit, il faut d'abord faire pourquoi on donne le récépissé. Parce que on a organisé aujourd'hui l'opposition à travers la loi. Et il faut un chef de file de l'opposition. Et il y a toute une procédure. Donc, si vous n'avez pas un récépissé qui dit que vous êtes un parti de l'opposition, on ne peut pas vous considérer comme parti de l'opposition et dégager entre vous un chef de file de l'opposition. Donc, le papier a un caractère formel. Maintenant, comme il le dit, l'opposition, c'est beaucoup plus dans les comportements. Il y a des partis qui n'auront pas de récépissé. Il y a des gens qui ne sont même pas des partis, qui n'ont pas pu avoir le récépissé, mais qui font même plus l'opposition qu'un parti qui aurait eu le papier en termes de s'opposer aux actions du gouvernement, en termes même de proposer des alternatives crédibles, mais quand ils ne vont pas se formaliser, ils vont crier seulement, mais ils n'auront rien en tant que parti de l'opposition. Parce que je vous rappelle que le chef de file de l'opposition dispose de la liste civile. Donc c'est quelqu'un qui sera logé, même si ce n'est pas à l'enseigne du président de la République, il aura un rang ministériel. Donc il aura tout un confort autour de lui.
Et ça va se discuter à travers les dispositions de la loi. Oui, parce que vous semblez minimiser les incidences institutionnelles. On ne parle pas des avantages, les incidences institutionnelles de cette formalisation. Je l'ai aucunement minimisé. Hein. J'ai contribué, j'ai même demandé à ce qu'on le fasse le plus tôt possible. J'ai milité pour qu'on le fasse le plus tôt possible et qu'on occupe cet espace. Je l'ai demandé. Vous savez, cette position, il faut comprendre vraiment la démocratie pour savoir pourquoi c'est nécessaire de l'avoir. Parce que ça fait partie, je dirais, des valeurs démocratiques les plus élevées. Le fait d'avoir un chef de l'opposition. Parce que dans les démocraties les plus épanouies, je dirais, le chef de l'État a l'obligation par moment de rencontrer l'opposition. Il faut qu'il ait un visage en face de lui. C'est-à-dire que c'est une valeur démocratique assez élevée que d'avoir un chef de l'opposition. C'est-à-dire que parce que si vous n'avez pas, vous avez ce qui se passe dans nos pays démocratiques en Afrique, souvent l'opposition est vue comme l'ennemi du chef de l'État, mais ce n'est pas l'ennemi. C'est un adversaire politique qui offre une alternative, qui critique et qui a des propositions à faire même en cours de mandat. Un partenaire démocratique. Un partenaire démocratique. C'est-à-dire que dans l'espace démocratique, à des moments donnés, il est fait obligation au pouvoir en place de consulter les autres pour avoir leur opinion. Dans ce schéma, il faut qu'on ait un visage. Du moment au Bénin et partout, on a peut-être 10% de l'opposition, on a 10 acteurs politiques de l'opposition. Il faut quand même qu'on ait des visages institutionnellement organisés. C'est pour ça que la voix, c'est nécessaire. Ce n'est pas les avantages qui m'intéressent moi, ça m'intéresse en rien, ces avantages qui sont autour de ça, portefeuille ministériel et consort, ce n'est pas mon affaire. Je n'ai rien à y cirer d'ailleurs parce que ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question d'une alternative au peuple béninois qui souffre. Il est question de proposer mieux que ce qui se fait aujourd'hui. Si on n'est pas capable de proposer mieux que ce que fait aujourd'hui, on n'a pas de place dans l'opposition. Si c'est un papier, je n'ai rien à faire avec un papier. Il faut que nous soyons capables de proposer une alternative. Moi, mon débat, mon combat, c'est que l'opposition à laquelle j'appartiens puisse avoir une alternative à proposer au peuple béninois en 2021. Si on ne peut pas faire ce combat, notre place n'est pas là. Ce n'est pas de crier. C'est pas de crier, de dire que la mouvance est mauvaise ou diabolique. Non, c'est pas, la question n'est pas là. S'il y a des sujets sur lesquels il faut débattre, il faut en débattre sur le timing. Mais préparer en soudine cette alternative à proposer au pouvoir en place. Et que par moment, si les papiers sont tous établis, que le pouvoir en place cherche à rencontrer l'opposition pour avoir, comment ça se fait en Allemagne, en France, qu'on discute. Et qu'on arrête au Bénin aussi de voir tout rapprochement entre opposition et mouvance comme une connivence, c'est ne pas connaître la démocratie. Et c'est malheureusement cette opinion qu'on vilipende, qu'on fait entendre à la population. Et les gens croient que être opposition et mouvance, c'est être ennemi. Ce n'est pas ennemi et il ne faut pas que le Bénin invente la démocratie. La démocratie, d'autres l'ont inventée avant nous. Et aux États-Unis, c'est pareil. Les sénateurs démocratiques, le sénateur rencontre les démocrates ou bien les républicains pour avoir leur point de vue sur ces sensibles nations. C'est s'il arrive que l'opposition rencontre le chef de l'État dans les jours à venir pour discuter certaines questions de nation, quand c'est formalisé, qu'on n'y voit pas de la concubinage, qu'on n'y voit pas de la manipulation, qu'on n'y voit pas des vendus, parce que c'est les thèmes les plus utilisés au Bénin, les traîtres, les vendus de la République. Et je me dis, même ceux qui parlent de traîtres et de vendus, ce n'est pas eux les plus vendus et les traîtres les plus connus de la République. Une réussite de plus pour la réforme du système partisan. On y vient. C'est une grande réussite. Et je crois que mon souhait, c'est que l'opposition s'entende autour de ce récépissé, parce que désormais, si on dit bon, il faut que l'opposition soit représentée, c'est ceux-là qui vont se représenter. Ceux qui crient et qui n'ont pas de papier, là, ils ne peuvent pas aller se représenter. Ben, il faudrait qu'ils accompagnent ceux-là au lieu de rester dans les schémas de vendus, ceci, et que au lieu que l'opposition soit organisée, elle soit encore divisée pour que peut-être en 2023, on me dit encore qu'il y a exclusion. Je ne leur souhaite pas ça. Oui. Nous allons aborder un autre sujet pour clôturer ce duel. On ne pouvait pas ne pas en parler. C'est la question des aspirants. Le chef de l'État a donné des garanties formelles aux aspirants. Je pense qu'il a, au cours de cette rencontre, a dégonflé complètement la polémique. Donc, vous qui étiez un peu critique, vous avez été rassuré par l'écoute attentive que le chef de l'État a eue pour
ce maillon essentiel hein, de la chaîne de l'éducation. Je reste sur ma faim, malheureusement. J'attends de voir les jours à venir ce qui se passe là concrètement. C'est déjà heureux. Ça veut dire que le sujet est assez préoccupant. Si je me suis posé sur le sujet que des gens ont vu que je suis extrémiste et qu'on sort, c'est déjà heureux que le chef d'État lui-même ait appelé les acteurs concernés pour en discuter. Parce qu'il a conscience alors que c'est un sujet assez critique, assez important pour la nation béninoise et pour la jeunesse béninoise. S'il les a rencontrés, c'est déjà un pas. J'attends de voir. De la rencontre, j'ai lu les résolutions qui ne m'ont pas trop ému. Mais attends. Mais on a entendu ce qu'il a dit. Tous les aspirants, aucun aspirant ne sera laissé sur le carreau. Il y a ça. Oui, il y a ça, mais ce n'était pas le problème. Le problème, c'était le problème des 30 heures. C'est le problème des 30 heures qui se posait. Maintenant, on attend de voir, à partir de demain, certainement, ce qui se fera avec les 30 heures réellement. Parce que c'est là le sujet. Si, au moins, ils sont tous retenus, c'est déjà heureux. Parce que la question du chômage et du sous-emploi bénin, nous connaissons ce que ça fait à la jeunesse béninoise. Mais je veux voir dans la concrétisation des résolutions ce qui se passera pour juger. Je vais encore sortir, c'est certainement. Au regard de la réalité, je vais sortir comme j'ai l'habitude de le faire. Je vais me prononcer. Si c'est bien ou c'est pas bon, je vais me prononcer. Mais attends de voir. Mais le plus important pour moi, ce sujet, c'est pas un sujet au fait sur lequel il faut faire de la polémique inutile. Qu'est-ce que nous voulons réellement? Nous voulons un système éducatif qui forme des enfants dignes, bons, pour développer ce pays. Et nous voulons des éducateurs épanouis, qui puissent aller dans les salles de cours pour donner l'enseignement à nos jeunes frères, à nos enfants, dans les conditions les meilleures. S'ils ne sont pas bien traités, c'est l'éducation qu'ils vont donner dans les salles de classe qui vont recevoir le cours. Et que le souhait de tous chacun de nous est qu'on crée des conditions les meilleures pour tous les enseignants et en particulier les préinsérés. La question de l'enseignement ne date pas de la rupture. Si vous savez bien, il y a eu plusieurs formules. Il y a eu d'abord la centralisation, il y a eu les vacataires, il y a les reversés. Ça veut dire que tous les dirigeants cherchent la formule qu'il faut. Mais malheureusement, depuis environ 15 ans, ou 20 ans, disons 20 ans, disons 20 ans, 16 environ, on n'est pas parvenu encore à trouver la meilleure formule. Et chaque fois, on fait des tâtonnements. Et nous sommes encore aujourd'hui à tâtonnement. J'aurais souhaité que, si ce n'est pas le régime là, que le régime qui va venir puisse proposer quelque chose de meilleur pour au moins stabiliser et créer des conditions d'enseignement les mieux pour ce pays. Parce que si on ne le fait pas, on ne parlera jamais de développement. On va bavarder, mais ce n'est pas le développement que nous allons parler. On ne peut pas dire que ce régime ne met pas la main à la pâte. Le budget de l'éducation a augmenté encore pour cette année de près de 10 milliards de francs CFA. C'est dire, et le président l'a répété plusieurs fois, la quête de l'efficacité, de l'efficience, ainsi de suite. On demande des efforts à tout le monde, et les efforts seront par ailleurs récompensés. Je pense que le chef de l'État a donné des garanties intéressantes aux aspirants et aux syndicalistes par ailleurs. Oui, je crois que nous devons remercier le chef de l'État pour cette sortie parce que la question des 30 heures est une question transversale au maintien des aspirants au poste. Parce que ce qui, pour passer, parce que certains étaient à 22 heures, d'autres étaient à 20 heures. Donc, pour passer de 20 heures à 30 heures, de 22 heures à 30 heures, il doit avoir des mouvements d'emploi du temps. Et dans ce contexte... Certains avaient peur d'être laissés sur le carreau. Selon les établissements. D'accord? Et si le chef de l'État n'intervenait pas, le risque est là qu'on peut même laisser d'autres et prendre d'autres, etc. Donc aujourd'hui, cette assurance est donnée que ceux qui étaient dans la base depuis l'année dernière seront maintenus. La question des 30 heures va être revue dans tous ces aspects avec les centrales syndicales, la partie administrative, tout ça là, pour voir ce qui est faisable. Parce que le problème qui s'est posé, c'est qu'on a dit que le nombre de masses horaires disponibles ne permet pas, c'est-à-dire les aspirants disponibles ne permettaient pas de couvrir la masse horaire globale au plan national. Et dans ce contexte, il va arriver qu'on aurait laissé des classes sans enseignants. C'est pour résoudre ce problème que la question de 30 heures est arrivée. Aujourd'hui, qu'on veut revoir la formule, on trouvera des mécanismes pour atteindre le même objectif. Voilà, autre chose à ajouter sur cette question, pour finir? Non, vous savez, c'est tristement la question de budget qui se pose au fait.
faut qu'on soit quand même Oui, je réel. remarque que le budget a été conséquemment élevé. Et conséquemment élevé, pourtant la augmenté. question se pose. C'est pour ça que je dis que j'aurais souhaité qu'on trouve une formule réelle à l'enseignement. Ceux qui sont là, ils ont fait ce qu'ils peuvent, mais on a vu que c'est... Est-ce qu'on ne paye pas des années d'indécision, des années de formules? C'est ça ce que je dis. C'est-à-dire que malheureusement, on n'a pas encore la formule aujourd'hui. Ça veut dire que ce régime a échoué sur ce plan de l'éducation. On ne peut pas dire même que si le on a régime a échoué. investi, même si on a investi beaucoup, on se rend compte qu'on a échoué. Et je dis, ce n'est pas de tout régime qu'il est question. Tous les régimes, successivement, ont échoué depuis 1996 au moins, avec la question de l'éducation. Et il faut que le régime qui va venir maintenant là, propose. Et si moi je suis dans l'opposition, si nous sommes capables de proposer une alternative meilleure, vous ne me verrez pas faire le combat d'une VTE. Il faut qu'on trouve une formule meilleure pour que la question soit résolue une fois pour de bon. Et je pense que nous y réfléchissons. Pour finir. Non, pour finir, nous allons dire que l'essentiel, c'est que les acteurs de l'éducation et les syndicats s'entendent sur le minimum. Parce que nous avons le même objectif qu'est l'avenir du pays. Mais je dois dire que la question de l'éducation, les gouvernants doivent désormais changer de fusil d'épaule et prendre ça à bras le corps parce que, comme M. Telofaton l'a dit, chaque fois on sort des formules, parce que tous les jours que Dieu fait, la population augmente, le nombre de salles augmente, mais les recrutements d'enseignants ne suivent pas le rythme de l'augmentation. Et ça fait que sur plusieurs années, à un moment donné, on est coincé. Et on commence par trouver des formules alternatives. J'aurais envie de vous dire que ce que vous avez oublié, c'est que les recettes n'augmentent pas non plus. Voilà, j'allais en venir. Donc il y a toutes ces contraintes. Le financement de l'éducation, c'est une question compliquée. Voilà, donc nous tous, la population, tout le monde est invité à bien payer ses impôts, à accompagner les gouvernants. L'opposition n'a qu'à bien jouer son rôle pour que, puisque c'est un ensemble. Lorsque les ressources ne sont pas disponibles, c'est difficile de créer des dépenses. Et dans cet attelage, les gouvernants cherchent des formules à ne pas en finir. Donc, l'essentiel, c'est que les gouvernants soient de bonne foi. Et je pense que le gouvernement, si le gouvernement n'a pas de bonne foi, aujourd'hui, le système des aspirants, quand bien même on fait des reproches, c'est un système quand même qui permet de stabiliser un peu les enseignants par rapport au système de vacation crue. Donc, il y a une avancée. Et on cherchera des améliorations pour y parvenir. Merci Antoine Aloukonou pour votre participation de ce matin. De l'autre façon, oui. Moi, je dis que si depuis on n'arrive pas, il faut alors refaire le système. C'est le système qu'il faut toucher. Merci de leur façon pour cette conclusion au duel de ce dimanche 11 octobre 2020. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Je rappelle que notre émission est disponible sur nos plateformes numériques, sur notre chaîne YouTube Télé Bénin, sur notre page Facebook Télé Live, sur notre compte Twitter du même nom Télé Live. Et vous pouvez suivre toutes nos émissions en direct sur l'application Télé Bénin. Ce qui va suivre dans quelques minutes, ce sera l'hebdo des éditorialistes. Quant à nos duellistes, on se retrouve exactement dans 2 semaines.